Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 2 décembre, je vous propose de revenir tout d'abord sur les terribles inondations qui ont déjà fait plus de 1100 morts à travers l'Indonésie, le Sri Lanka, la Thaïlande et la Malaisie. Nous irons ensuite à Hong Kong pour nous intéresser à une autre catastrophe, celle du grand incendie qui a touché plusieurs tours d'immeubles et fait plus de 150 morts, provoquant la colère des habitants et poussant le gouvernement à chercher des responsables, tout en réprimant les voix citoyennes appelant à une enquête. Nous reviendrons ensuite sur la visite d'État du roi des Tonga, Tupu VI, en Chine, et sur sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping. Et nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique au Myanmar, où le gouvernement militaire a décidé de gracier plus de 3000 prisonniers politiques en vue des élections législatives à venir. Le bilan provisoire des terribles inondations qui ont ravagé certaines parties de l'Indonésie, de la Thaïlande, de la Malaisie ainsi que du Sri Lanka la semaine dernière recense déjà plus de 1100 morts. C'est l'île de Sumatra, dans l'ouest de l'archipel indonésien, qui est la plus touchée par les inondations causées par des pluies torrentielles de la saison des moussons. Les provinces d'Aceh, de Sumatra Nord et de Sumatra Ouest sont particulièrement touchées avec des villages entiers recouverts de boue et une aide qui a tardé à venir malgré le déploiement d'avions et d'hélicoptères militaires. On y comptait aujourd'hui 631 morts et 472 personnes portées disparues, ainsi que plus de 2600 blessés et plus de 578 000 personnes déplacées selon l'Agence nationale de réponse aux catastrophes. On est face au bilan le plus lourd depuis le tsunami des Célèbes qui avait fait plus de 2000 morts en 2018. La réponse du gouvernement suscite aussi des critiques dans le pays, de nombreuses voix appelant le gouvernement à déclarer l'état d'urgence et à faire appel à l'aide internationale, ce que les autorités indonésiennes refusent pour l'instant de faire. Le président indonésien Prabowo Subianto est arrivé sur place hier pour rencontrer des victimes des inondations et a appelé les gouvernements régionaux à rester vigilants et prêts pour faire face aux impacts du changement climatique afin d'anticiper des situations similaires dans le futur. L'agence de météorologie, de climatologie et de géophysique a déclaré hier avoir émis une alerte précoce 8, 4 et 2 jours avant pour la tempête tropicale Senyar à l'origine des inondations et des glissements de terrain. Cité par l'agence de presse indonésienne Antara News, le chef de l'agence, Teuku Faisal Fatani, a déclaré hier que ces alertes auraient dû entraîner des réponses des dirigeants locaux pour préparer les équipes et alerter la population. Il a ainsi appelé le pays à renforcer la réponse aux risques cycloniques dans un contexte où le nombre de tempêtes tropicales qui se forment près de l'équateur continue d'augmenter. Le Sri Lanka a aussi été durement touché avec un bilan qui a atteint les 410 morts dans 25 districts selon le Centre de gestion des catastrophes, cité par le quotidien local Daily News. Des centaines de personnes sont également portées disparues dans le pays. Le président a déclaré l'état d'urgence samedi et fait appel à l'aide internationale, parlant de la catastrophe naturelle la plus importante et la plus difficile de notre histoire depuis le tsunami de 2004. En Thaïlande, le bilan même est un sujet controversé et l'ampleur de la catastrophe suscite là aussi la colère de la population qui critique la faiblesse de la réponse des autorités. Le quotidien Bangkok Post indique que selon les secouristes de Hat Yai, dans le sud du pays, le bilan des morts causés par l'inondation est plus élevé que les chiffres officiels du ministère de la Santé publique, dont le dernier bilan fait état de 176 morts. Les secouristes estiment que le bilan serait probablement supérieur à 500, certains craignant même qu'il ne dépasse les 1000 en raison du faible nombre de personnes évacuées dans les abris d'urgence, où seuls quelques milliers ont trouvé refuge pour une population de 160 000 personnes recensées en 2018. Enfin, le bilan est plus faible en Malaisie où au moins 3 morts ont été recensés dans l'état de Perlis. Un terrible incendie qui s'est déclaré mercredi dernier à Hong Kong a fait 151 morts selon un bilan provisoire qui pourrait encore s'aggraver, 30 personnes étant toujours portées disparues. L'incendie, qui est le plus meurtrier depuis plusieurs décennies, a touché 7 tours d'immeubles de Wong Fuk Court dans le district nord de Tai Po à Hong Kong. Hier, les recherches dans 5 des 7 tours touchées avaient permis d'identifier 104 corps,
Mais les autorités ont indiqué que certains étaient réduits en cendres et ne pourraient donc peut-être jamais être restitués à leurs familles. En cause dans le départ du feu, les immenses échafaudages en bambou et des filets de protection pour protéger de la poussière et des chutes d'objets, ainsi que des panneaux en mousse installés pour protéger les fenêtres. Tous ces matériaux hautement inflammables avaient été installés dans le cadre d'un chantier de rénovation qui était en cours depuis déjà plus d'1 an lorsque l'incendie s'est déclaré. Le chef de la sécurité de Hong Kong, Chris Tang, a déclaré lundi que les filets n'étaient pas aux normes et s'étaient embrasés rapidement, expliquant la gravité de l'incendie. Une erreur d'autant plus grave qu'elle semble, selon le numéro 2 de la ville, Eric Chan, avoir été faite avec malveillance et en connaissance de cause pour réduire les coûts. Ainsi, l'enquête conjointe menée par la police et l'agence anticorruption de la région administrative spéciale de Hong Kong a conduit à 14 arrestations, dont 13 pour homicide involontaire. Samedi dernier, le gouvernement de Hong Kong a annoncé avoir suspendu 30 projets de construction dans la ville, la plupart gérés par Prestige Construction and Engineering Company Limited, qui était en charge du chantier de rénovation des tours d'immeubles détruites par les flammes. Le quotidien local Hong Kong Free Press a indiqué que 3 hommes liés à l'entreprise avaient été arrêtés pour homicide et corruption et 8 autres arrêtés pour corruption présumée. L'incendie meurtrier a aussi suscité tristesse et colère chez les habitants. Miles Kwan, un étudiant de 24 ans, avait lancé une pétition en ligne pour réclamer des comptes aux autorités et demander une enquête indépendante pour déterminer les causes de l'incendie. La pétition avait récolté plus de 10 000 signatures en une journée. L'étudiant a été arrêté et un journaliste de l'AFP a vu l'étudiant libéré et repartir en taxi sans toutefois pouvoir l'interviewer. Chris Tang a déclaré à son sujet que certaines personnes, je cite, aux motivations inavouées, cherchaient à mettre en danger la sécurité de Hong Kong et la sécurité nationale de la Chine, une situation justifiant selon lui des mesures appropriées, y compris des mesures de police. Le média hongkongais TVB News a indiqué que Kenneth Chung, un ex-conseiller, ainsi qu'un volontaire qui acheminait de l'aide pour les victimes, avaient aussi été arrêtés pour crimes présumés de sédition et incitation à la haine du gouvernement. Le roi des Tonga, Tupu VI, a effectué la semaine dernière, quelques jours seulement après les élections législatives dans son pays, une visite d'État en Chine où il a rencontré mercredi dernier le président chinois Xi Jinping. Le roi des Tonga a été accueilli avec sa femme, la reine Nana Sipa'u, par le président chinois et sa femme Peng Liyuan, avec un banquet organisé dans l'après-midi en l'honneur du roi. Le média chinois Xinhua indique que Tupu VI et Xi Jinping ont assisté à la signature de plusieurs documents de coopération, notamment dans les domaines de l'économie et du commerce, des soins médicaux, de l'éducation et du développement. Le président chinois a promis de nouveaux investissements dans l'archipel du Pacifique Sud, où la Chine cherche à accroître encore son influence et fait concurrence à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande ou encore aux États-Unis, alliés traditionnels des pays insulaires du Pacifique. Xi Jinping a promis, je cite, de continuer à aider au développement économique et social des Tonga, sans toutefois donner de chiffres précis, et en ajoutant que la Chine continuerait à soutenir les Tonga dans la protection de sa souveraineté et de son indépendance nationale. Xinhua indique encore que le roi des Tonga a réitéré l'adhésion de son pays au principe d'une seule Chine et son opposition à l'indépendance de Taïwan sous quelque forme que ce soit, en plus de soutenir pleinement les efforts du gouvernement chinois en faveur de la réunification nationale. Notons que les Tonga ont rompu leurs relations diplomatiques avec Taïwan en 1998, reconnaissant la République populaire de Chine. Depuis, les deux pays ont formé des relations militaires et économiques étroites, qui sont aussi des liens de dépendance économique. L'archipel a en effet contracté en 2006 un prêt de 118 millions de dollars auprès de la banque publique chinoise Exim, principalement pour la reconstruction du centre-ville de la capitale suite aux émeutes survenues la même année. Résultat, 48% de la dette extérieure tongienne est détenue par la banque chinoise avec des remboursements qui pèsent sur l'économie de l'archipel et constituent un poste essentiel de son budget pour l'année 2025. Le média d'État birman MRTV a annoncé mercredi que les dirigeants militaires avaient gracié 3085 prisonniers politiques en vue des élections législatives qui doivent se tenir le mois prochain. MRTV a indiqué que la grâce visait, je cite, à garantir que tous les électeurs ne perdent pas leur droit de vote et puissent voter librement et équitablement dans l'élection générale démocratique et multipartisane du 28 décembre prochain. Les élections se dérouleront pourtant dans un contexte de guerre civile, sans liberté de la presse et sans la Ligue nationale pour la démocratie, dissoute en 2023, suite à une loi électorale visant à restreindre l'opposition. De plus, la plupart de ces leaders ont été arrêtés suite au coup d'État de février 2021,
dont la dirigeante Aung San Suu Kyi, dont le sort n'a pas fait l'objet de précisions de la part des autorités. La grâce accordée par le Conseil national de la défense et de la sécurité, un organe administratif gouvernemental contrôlé par l'armée, concerne des prisonniers condamnés sur la base de la loi d'incitation du Code pénal, qui punit la propagation de fausses informations et de commentaires portant atteinte à l'ordre public ou créant la peur. Un texte largement utilisé pour arrêter les membres de l'opposition et toute voix critique vis-à-vis du gouvernement ou de l'armée. Le Conseil a aussi accordé la liberté conditionnelle à 724 prisonniers et a décidé d'abandonner les poursuites contre 5 580 personnes, des chiffres qui donnent une idée de l'ampleur de la répression politique au Myanmar, d'autant plus que les grâces massives de ce genre sont relativement fréquentes lors de grandes fêtes et de journées spéciales et servent souvent des buts politiques. En janvier dernier, par exemple, le gouvernement militaire avait gracié quelques 6 000 prisonniers à l'occasion du 77e anniversaire de l'indépendance du pays. Et en 2024, ce sont plus de 9 000 prisonniers qui avaient été graciés pour la fête de l'indépendance. L'association d'aide aux prisonniers politiques, une organisation indépendante basée en Thaïlande qui suit de près la répression de l'opposition au Myanmar depuis le coup d'État, estimait mercredi dernier à 22 708 le nombre de prisonniers politiques en Birmanie. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.